Merci, Monsieur le Président. Deux points en ce qui concerne le développement économique, en particulier des régions. Le premier sujet a déjà été évoqué, c'est celui des besoins d'investissement. Avant de considérer et de configurer les moyens dont les régions devraient disposer, dans la mesure où elles sont reconfigurées, dans la mesure où le sujet de l'aménagement du territoire pour conduire à des politiques économiques efficaces va arriver au cœur du débat, relier les gens dans des nouvelles configurations régionales, faire accéder les uns et les autres à des pôles économiques, à des universités, mieux câbler les régions dans l'interland des grands ports maritimes ou des infrastructures qui relient les régions au reste de la France ou au reste du monde. Il y a, j'imagine, dans cette configuration, un vrai sujet d'évaluation des investissements de nature à stimuler l'économie de ces nouveaux territoires et donc une évaluation des effets de levier à partir de la fiscalité que ces investissements appellent ou nécessitent. Et donc la question est, est-ce qu'il y a une mesure des investissements nécessaires et donc, par conséquence, des effets de levier nécessaires en matière de fiscalité pour construire ces programmes d'investissement dans ces nouvelles régions avec cette priorité économique qui a été soulevée. Et la deuxième question est à peu près dans la même idée, c'est-à-dire que les aides économiques, on sait qu'elles sont extrêmement importantes, qu'elles sont souvent même parfois redondantes. Est-ce que finalement, il n'y a pas aussi à imaginer des politiques à plus fort effet de levier par rapport aux entreprises? Moi, je pense à un sujet qui avait été débattu dans la loi croissance et activité et qui était lié à la configuration des régions. C'est est-ce que les nouvelles régions, compte tenu de la masse critique d'épargne qu'elles peuvent rassembler, peuvent aussi appeler une réanimation des bourses régionales, par exemple, pour mieux synchroniser à la fois les moyens qui sont mis par la région en termes d'aide aux entreprises et la contribution des épargnants par des véhicules d'intervention qui peuvent être obligataires ou en actionnariat. Voilà. Est-ce que, en gros, cette optimisation qui peut être faite de la fiscalité vers des programmes d'investissement ou vers des interventions des entreprises en fonds propres ou en financement sont des sujets qui sont aujourd'hui à l'étude et qui pourraient nous éclairer dans notre commission sur comment doser une part de fiscalité plus pertinente pour ces nouveaux territoires. Madame Sass. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, on a beaucoup parlé de développement économique. Moi, je souhaitais aborder la question des transports, puisque, comme l'a souligné mon collègue Alain Fauré, le rôle des régions a été conforté en matière de transport. Et je voulais avoir l'appréciation de Philippe Richard sur les financements disponibles pour les politiques régionales de transport, notamment quand on sait que du fait des contraintes budgétaires qui pèsent sur la FITF, il y a un questionnement sur le financement des volets mobilité des CPER. Donc je voulais avoir son appréciation sur le niveau de financement disponible aujourd'hui pour les politiques régionales de transport. Et en complément, je souhaitais savoir s'il était favorable, comme c'était le cas auparavant au niveau de l'ARF, à une ressource régionale dédiée au transport, ou particulièrement d'ailleurs au ferroviaire. Il était question à l'époque, et ça a été aussi évoqué avec le GART, d'un versement transport additionnel ou interstitiel dédié aux régions. Le cas échéant, on pourrait effectivement évoquer, comme vous l'avez fait, l'affectation d'une part de la taxe carbone aux régions, puisque effectivement il y aura une cohérence à prélever une ressource qui est sur une base écologique pour financer des transports qui eux-mêmes sont dédiés à contribuent à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Une part de la taxe carbone ou une part de la TCIPE qui correspond à la convergence essence-diesel, puisque la fiscalité diesel est amenée à augmenter, puisqu'on a prévu de mener la convergence sur 5 ans. Voilà, donc je voulais vous savoir ce que vous pensiez de ces différentes pistes. Merci. Monsieur Gagnère. Oui, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais dire qu'il faudrait qu'on soit convaincus les uns les autres que les finances ou les budgets des régions, ça ne correspond pas tout à fait à ce que l'on connaît dans les autres collectivités territoriales. Quand on parle de fonctionnement dans une région, ce n'est pas le salaire des fonctionnaires qui est
assez limitée. C'est plutôt des actions en ingénierie, d'accompagnement d'autres collectivités ou un certain nombre d'actions économiques qui sont faites évidemment en fonctionnement. On peut même y rajouter l'acquisition de trains. Quand on fait du crédit bail pour acheter des TER, c'est du fonctionnement et ce n'est pas de l'investissement. Et donc, évidemment, ça fausse complètement la vision qu'on peut avoir. Et bon, ayant été très longtemps élu dans une région qui a pratiqué ce système, on en voyait bien l'avantage fiscal, on en voyait l'intérêt pour le budget de la région, mais évidemment, on ne peut pas analyser les budgets des régions sur les mêmes critères que celui des autres collectivités territoriales. Je crois qu'il y a une responsabilité assez partagée. Enfin, on a tous vécu le débat sur la loi NOTRe avec ceux qui ne voulaient pas, qui représentaient d'autres collectivités, notamment les départements, qui voulaient garder des bribes de compétences et évidemment surtout ne pas restituer les moyens aux régions. La réalité, c'est que notre pays n'a pas encore choisi. Et on est dans un entre-deux qui est extrêmement pénalisant. Et il va bien falloir en sortir un jour ou l'autre. Parce que les régions françaises, même si on a augmenté la taille, sont des naines au niveau européen. Je viens de la région Rhône-Alpes. Juste un indicateur, la région Rhône-Alpes avait un budget global qui était équivalent à celui du Bade-Württemberg sur la recherche. Alors après, si on veut jouer à égalité avec les Länder allemands, on n'est pas tout à fait à la hauteur, et il faut le dire. Et est-ce qu'on fait le choix de l'efficacité de la décentralisation efficace ou on continue à saupoudrer sur l'ensemble des collectivités? Il y a un couple qui doit être conforté, c'est celui des régions et des intercommunalités. Et dans les intercommunalités, j'y mettrai les métropoles et les agglomérations. Mais il faut absolument qu'on choisisse enfin. Parce que là, on peut parler à l'infini des transferts. Bon, les départements ne veulent pas rendre l'argent, parce qu'ils devraient le rendre, mais ils ne le rendront pas, considérant qu'ils ont des vraies difficultés de financement sur le social. Et donc, dans cet entre-deux, on n'en sortira pas. Alors, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Il y a des débats récurrents pour savoir s'il y a un échelon en trop ou pas. Enfin, en attendant, on en est là. La suppression de l'ATP a été déflagratrice pour les régions, puisque plus de ressources fiscales, et c'était d'autant plus dommageable que les régions intervenaient et pouvaient intervenir en investissement en gageant sur les retours de TP. Bon, dans ma région, on a financé Kroll comme ça. D'ailleurs, c'est le conseil général de l'Isère qui a financé de la même manière, et la communauté de communes du Grésivaudan a financé de la même manière. La région, n'ayant plus de retour de TP, on ne pouvait plus s'engager sur des projets d'investissement aussi considérables. Et on voit bien que une réforme mal menée, mal pensée a produit des effets assez déflagrateurs sur nos territoires, et notamment sur le champ économique. Donc vous avez compris que j'étais plutôt régionaliste, qu'il va falloir, et ça c'est indépendant des aléas politiques, parce que on travaille pour... Je considère que c'est bien un aléa politique, d'ailleurs, s'agissant de ma région. On verra plus tard ce qui va se passer. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que vous nous disiez... Alors vous étiez engagé sur une piste qui était proposée par le gouvernement. Des présidents de région ont cru bon ne pas l'accepter. Très bien. Il va falloir quand même faire avec. Et où est-ce que vous trouvez... Parce que la nécessité de trouver 600 millions, elle est réelle. Elle est réelle et les besoins sont avérés dès lors que les régions doivent apporter des contreparties aux fonds européens. Parce que je rappelle que enfin la France s'est mise au standard européen en gérant notamment les fonds FEDER. Et qu'en face des fonds FEDER ou des fonds FSE, il faut avoir des fonds régionaux. Donc moi je ne voudrais pas qu'à l'occasion, après les changements d'exécutif ou de majorité, les fusions de régions, le manque d'argent, eh bien, on ait du dégagement d'office au bout du processus. Parce qu'on ne peut pas abandonner ces moyens qui nous ont été octroyés par l'Europe. Et si on devenait les plus mauvais élèves de l'Europe une fois de plus, eh bien, ça serait assez ennuyeux pour l'avenir. Monsieur Alauzet. Merci, Président. Président Philippe Richert, vous avez expliqué tout à l'heure, je suis ici, comment les situations différentes des régions historiques regroupés dans une même région, pouvaient provoquer des ajustements, des nécessaires ajustements pour harmoniser l'ensemble des politiques. Et vous avez cité, je crois, le chiffre de 50 millions
pour expliquer les coûts supplémentaires que cela pouvait occasionner. Alors bien entendu, les uns et les autres sont à la recherche de nouveaux moyens de financement. Ne croyons pas au miracle. On ne pourra jamais couvrir ces harmonisations au niveau nécessaire. Je ne vous ai pas entendu évoquer la possibilité de travailler, de réfléchir, j'imagine que vous le faites, vous et les autres régions, au fait que l'harmonisation ne pourra pas toujours se faire par le haut. Et que parfois elle pourra se faire par le haut, parfois par le bas, parfois peut-être à mi-chemin. Et j'aimerais que vous puissiez nous éclairer sur les réflexions qui se mènent dans ce sens. Ce serait pas